Vous le savez peut-être, mais cette semaine, c'est la semaine européenne de l'intelligence artificielle. Elle a été organisée et présidée par Nathaniel Ackerman, que nous avons sur ce plateau ce jour. Et il y a des dizaines de milliers de participants qui ont participé à cette semaine. Avec plus de 90 événements, celui-ci étant le dernier de cette semaine européenne de l'intelligence artificielle, nous avons pu parcourir tous les thèmes de l'intelligence artificielle et l'impact dans la société. C'est dans ce cadre que M. Ackerman va nous expliquer l'intérêt de l'intelligence artificielle et son potentiel en Belgique dans un cadre européen. M. Ackerman, la parole est à vous. Merci Giovanni et merci Hugues pour ce très bel et très clair exposé qui me permet d'introduire les choses. Alors effectivement, c'est la semaine européenne de l'IA et effectivement, il y a des choses qui ne sont pas nouvelles dans ce qui se passe maintenant et il y a des choses qui sont nouvelles, c'est-à-dire que le public comprend que maintenant l'intelligence artificielle est complètement déployée. Andrew Ng dit c'est la nouvelle électricité, on vit une révolution technologique mais aussi sociétale, etc. Et donc il y a beaucoup de questions qui sont abordées que Hugues vient d'évoquer, par exemple sur les questions éthiques. Un exemple très concret, c'est par exemple Amazon qui traite les demandes qui lui sont faites en termes de CV, hein, et qu'on constate qu'il n'y a aucune femme qui est prise pour des postes de cadre. Pourquoi? Parce qu'on a toujours fait comme ça et donc on reproduit les biais. C'est pas inconscient, on reproduit les biais de la manière de fonctionner. Donc en fait, il y a des enjeux extrêmement importants et c'est ça qu'on a voulu évoquer à travers la semaine européenne de l'IA, parce que j'y reviendrai, mais il y a quand même une course mondiale. Hein. Donc les GAFA que tu évoquais là, ils investissent 280 milliards dans l'acquisition de sociétés. Donc on a des montants qui sont absolument impressionnants et il n'y a pas que cette dimension économique. Alors, un premier slide, c'est en 2018, l'Europe, parce qu'on a évoqué 2012 hein, avec la reconnaissance des chiens et des chats, on a évoqué 2016 avec l'ICEDOL. Donc il faut savoir que quand l'ICEDOL s'est fait battre, la Corée a dit je mets 1 milliard, je crée un centre d'intelligence artificielle. Les Chinois, ils l'ont fait quand le champion chinois s'est fait battre, parce que le champion du monde était coréen, mais ils considéraient que ce n'était pas vraiment le champion du monde. Mais quand le champion chinois s'est fait battre, ils ont mis des milliards sur la table. Et en 2016, je suis avec Axel Lemaire en France, et on reçoit les rapports de l'administration Obama en fin de mandat, hein, en octobre-novembre. Et qu'est-ce que disent ces rapports? Ils disent on doit mettre sur l'intelligence artificielle autant que ce qu'on a mis pour aller sur la Lune. Et Axel me dit, mais pourquoi c'est toujours les Américains, les Chinois qui font les choses? Et on dit, mais on va le faire aussi en Europe. Et donc on a lancé le premier plan d'intelligence artificielle en Europe, en France, à peu près au même moment que les UK, mais c'était aussi Jérôme Presenti qui était là, donc aussi un Français. L'Allemagne était plus sur Big Data, etc. Et le Canada avait aussi anticipé un peu les choses. Qu'est-ce qui se passe en 2018 ? La Commission européenne et l'Europe décident de faire un plan coordonné européen. Et donc, il dit chacun des États d'Europe doit avoir une stratégie en intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de ce plan coordonné? Deux choses. La première chose, c'est qu'on ne veut pas utiliser l'IA comme on le fait par exemple en Chine, hein, donc vous avez qu'il y a un social credit scoring qui est d'application, c'est-à-dire on reconnaît les gens dans la rue et ils ont une amende si ils passent pas sur les passages cloutés. Donc est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, hein? Donc des dystopies évoquées dans 1984 sont une réalité possible là, à l'heure actuelle. Et de l'autre côté, ben, on a les leaks de Cambridge Analytica ou ce genre de choses-là. On a les bulles de filtrage, on a les élections, la démocratie qui est remise en question. Et donc on se dit, ok, l'IA c'est comme une technologie, hein, comme, je sais pas, l'énergie nucléaire, hein, on peut faire des bombes atomiques et on peut faire des centrales nucléaires, alors on peut discuter après, mais donc comment on va l'utiliser? Il faut éduquer à ça, il faut cadrer, et on veut une IA digne de confiance. Donc le premier angle de ce plan, c'est de dire on va construire une IA digne de confiance. Et la deuxième chose, c'est que la France, l'Allemagne, bon, à l'époque, le Royaume-Uni était encore dans l'Union européenne, mais bon, donc je ne rentre pas dans ces considérations politiques. Personne n'est assez grand pour faire face aux investissements chinois, aux investissements des Batex ou aux investissements de la DARPA. Voilà, donc il faut collaborer. Hein. Donc le deuxième aspect, c'est on doit collaborer tous ensemble pour créer une alliance européenne de l'intelligence artificielle.
Le plan a été revu en 2021. Et on voit ici sur ce slide trois choses. La première, c'est Margaret Hamilton, puisque pendant tout la semaine européenne de l'IA, on a donné un défi aux 450 speakers qui était d'évoquer une femme qui avait marqué l'histoire de l'informatique. Alors Margaret Hamilton, c'est un peu facile, puisqu'elle était là à la NASA et qu'à l'époque, c'est ce qu'on se dit souvent quand on en parle, si vous voulez, votre téléphone portable à l'heure actuelle a plus de puissance de calcul que ce qu'elle utilisait, quoi. Donc ça, c'est assez impressionnant aussi. Donc la différence entre les bases de données auxquelles on a accès ou la puissance de calcul auquel on a accès et qui permet d'obtenir ces résultats et les débuts de l'intelligence artificielle est vraiment très fondamentale. Donc ça, c'était pour la petite histoire, pour essayer de mettre en avant aussi la présence des femmes, parce que un des aspects extrêmement importants, alors en médecine, on a un bon équilibre, mais en technologie, en IA, etc., on a en général peu de diversité. Hugues l'a évoqué, donc voilà. Et donc la question de la présence des femmes et de l'inclusion est importante. La question en intelligence artificielle d'équipes multidisciplinaires qui intègrent à la fois l'ingénieur, le mathématicien, mais aussi l'éthicien, le sociologue, qui va voir aussi vers les citoyens quels sont les enjeux finalement de l'application à grande échelle de ce type de modèle. Donc Hugues évoquait Cathy O'Neil ou d'autres bouquins qui ont été produits dans les années 2017, 2018, etc. Donc Weapon of Mass Destruction, donc on construit des modèles et ça permet de faciliter des décisions. C'est éventuellement utilisé au niveau du public, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a des biais, ce genre de choses-là? La réponse, en gros, c'est aussi d'avoir des équipes multidisciplinaires, que l'ingénieur soit plus philosophe, que le citoyen comprenne un peu le monde digital, et c'est vrai aussi pour le monde politique. Bon. Excusez-moi pour cette petite improvisation, mais voilà. Alors, où on en est là? Chacun des pays d'Europe, vous voyez dans le coin supérieur gauche, a créé sa propre coalition, et il y a des formes différentes. Et mon parcours est plutôt un parcours d'expert en innovation, et donc, même si j'ai fait de l'intelligence artificielle chez Hugues, voilà, il y a une vingtaine d'années, et un des principes de base, c'est la quadruple hélice. C'est de dire, en fait, il faut casser les silos, donc cette idée de multidisciplinarité, le secteur public, le secteur privé, le monde académique, les citoyens doivent parler ensemble. Et donc la plupart de ces coalitions sont construites sur, je dirais, ces 4 ou 5 éléments, parce qu'on distingue parfois, je dirais, les associations NGO, par exemple, les ASBL, du citoyen lui-même. Alors on parle parfois de quintuple hélix. Et donc AI for Belgium, c'est vraiment ce principe-là, d'avoir tout le monde ensemble, les experts, mais aussi les non-experts. On n'est pas technologie push, mais plutôt technologie optimiste, c'est-à-dire, en fait, c'est pas nous qui poussons à ce que l'intelligence artificielle soit là. Elle est là, elle est dans nos GPS, elle est dans notre téléphone portable, on l'utilise tous les jours. Laurence Jacobs évoquait avec Omar Maud pendant la semaine le fait qu'elle utilise 10 applications d'intelligence artificielle par jour. Donc c'est là, c'est partout. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est accompagner ces transitions de sorte que les organisations, les personnes bénéficient de ces opportunités avec un focus particulier sur les questions éthiques. Et la deuxième chose, c'est que notre petite Belgique, qui est effectivement, en 83, il y a aussi le labo de la VUB, on est considéré comme en fait le premier labo d'intelligence artificielle, non pas en Belgique, mais en Europe continentale. Donc VUB, ULB à ce moment-là. Et donc, quel est le rôle de la Belgique? Donc, comment on positionne la Belgique en étant modeste par rapport à notre taille, comme toujours, mais dans les questions géopolitiques qui ont aussi été évoquées pendant la semaine, justement, ce rôle de neutralité, de centralité, fait que peut-être on peut jouer un rôle très positif comme cheville ouvrière de l'Alliance européenne de l'intelligence artificielle. L'Alliance européenne de l'intelligence artificielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de l'Europe, y compris les citoyens, prennent à bras-le-corps ces questions-là, qui ne sont pas des questions technologiques, qui sont des questions du futur de la société. Donc à la fois qui renvoient vers nous, quelles sont les compétences qu'on doit acquérir, quelles sont les formations qu'on doit suivre, parce qu'on évoquait les traducteurs, ils ne peuvent plus étudier comme ils étudiaient avant. Les médecins, c'est la même chose. Donc la formation évolue extrêmement vite, mais de manière générale, quelles sont les compétences qu'on doit acquérir? Ça, c'est certainement les premiers enjeux de ces transformations. Et donc, c'est au-delà du technologique, comme je l'ai dit, des questions sociales et économiques aussi pour les entreprises, leur compétitivité. On sait très bien la disruption qu'Amazon amène. Amazon met par an plus que le programme cadre européen de recherche et de développement.
Donc ça, on a constaté ça en 2007, c'était plutôt choquant. Donc la Commission européenne a multiplié par 40 entre 2018 et 2019, ou entre le 7e, 8e et 9e programme cadre, donc Horizon 2020, Horizon Europe, par 40 les investissements. D'accord ? Donc on est quand même dans quelque chose de massif qui se passe. Je parle des AI for Belgium, donc quadruple, quintuple hélice, voilà. Les autres coalitions ont des coalitions, je dirais, qui sont parfois des initiatives privées, parfois des initiatives publiques. Et nous, on a un modèle mixte qui est un peu inspiré du modèle que j'ai connu en France, de la French Tech, si vous voulez. Donc l'administration propose quelque chose, développe, mais fait en sorte que l'écosystème, de manière bottom-up, se structure ou l'accompagne. Et en Belgique, on a nos particularités, donc on appuie très fort, je dirais, les plans régionaux. Donc le plan de la Flandre, qui était le premier, le plan wallon, Digital Wallonia for AI, et à Bruxelles, un plan qui est le plan d'innovation, mais qui va se structurer pour avoir un vrai plan, je dirais, d'intelligence artificielle, qu'il n'y a pas encore, mais il y a quand même un élément fondateur et structurel, c'est l'Institut FARI, donc AI for the Common Good, dont Hugues est l'un des initiateurs, si pas celui qui a eu l'idée en premier. Voilà, donc la Belgique peut jouer ce rôle. Alors je reviens ici sur peut-être la vision stratégique, si je suis bien dans le thème, la vision stratégique qu'on peut avoir, quels sont les grands enjeux. Donc je vous livre ici un peu les notes sur lesquelles on discute pour le plan aussi au niveau fédéral. Donc l'idée ici, c'est d'aligner ce qui se passe, mais dans une perspective européenne. Donc la première chose, c'est promouvoir l'intelligence artificielle digne de confiance. Comment on fait en sorte que des décisions qui sont certes peut-être de très bon niveau, mais que peut-être on ne comprend pas, si vous voulez, dont l'explicabilité n'est pas très claire, comment on est dans un rapport de confiance par rapport à ça. Et donc, au sein des AI for Belgium, on développe, par exemple, des outils qui permettent de partir des questions qui sont proposées dans l'assessment list du High Level Expert Group de la Commission européenne. Donc, la Commission a défini un comité d'experts qui se disent comment on pose les bonnes questions pour savoir si une solution est éthique ou pas. Et il faut 140 questions, mais les questions sont est-ce que votre solution contrevient aux droits fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, vous pensez que pour un CEO d'une boîte, c'est pas simple de répondre à cette question. Donc, on essaye de rendre ces questions beaucoup plus concrètes, secteur par secteur. En particulier, on a commencé sur la médecine, sur la santé, sur les services publics et sur les ressources humaines, 3 domaines que je viens d'évoquer. Et on développe un outil qui rend ces questions pratiques en disant à quel moment il faut répondre, qui doit répondre dans la boîte ou dans le service public, etc. etc. OK. Deuxième chose, faire en sorte que les entreprises ou les services publics intègrent des solutions d'IA. Et donc, il faut déjà commencer par comprendre ce qu'il y a derrière. Et donc, la formation est aussi un des enjeux là derrière. La troisième chose, c'est mieux servir les citoyens. Donc, OK, tout le monde sait qu'on utilise des systèmes d'IA pour détecter les fraudes, mais ça, c'est pas très sexy non plus, très honnêtement. Alors, c'est important de détecter les fraudes, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que le citoyen soit en meilleur rapport avec l'administration, qu'on ait une démocratie ouverte, participative, qu'on combattre des aspects de type fake news ou ce genre de choses-là. Donc ça, c'est le troisième axe. Quatrième axe, c'est les challenges sociétaux. Donc c'est les Sustainable Development Goals. Ce sont essentiellement les questions de santé. On l'a vu avec la crise Covid qui se termine, heureusement, les questions environnementales, les questions de mobilité, en particulier aussi à Bruxelles, et puis la question fondamentale, underlying l'ensemble de ça, c'est finalement que dois-je apprendre ? Que dois-je apprendre à apprendre? Et donc, c'est la question des compétences. Dernier point, le rôle de la Belgique dans l'Alliance européenne de l'IA. Voilà. Alors, le rôle des AI for Belgium, je vais passer très rapidement, mais en gros, c'est le point de contact. Donc, si vous avez des questions en IA, vous avez toutes les informations sur quels sont les labos de recherche, quelles sont les entreprises qui sont actives, vous avez des cartographies, ce genre de choses-là. On organise aussi les consultations. Par exemple, vous savez que la commission ici, la nouvelle commission, Ursula von der Leyen, a dit un de nos points principaux, c'est l'intelligence artificielle. Et dans les 100 premiers jours, je veux avoir quelque chose. Donc, ils ont publié ce qu'on appelle un white paper sur l'intelligence artificielle, dont on a fait la consultation. Il y a eu ensuite, en avril 2019, donc la publication du AI Act, sur lequel je reviendrai, donc une proposition de régulation, pas la question éthique que j'ai évoquée avant, sur laquelle on a fait une consultation aussi, mais la régulation sur les questions d'IA. Et donc là, on a organisé une consultation aussi au niveau national. On maintient l'agenda de toutes les activités. Donc là, on a eu 99 événements sur cette semaine, c'est juste dingue. 99 événements en Belgique, en hybride, mais on a aussi
fait le partenariat avec Expo Dubaï 2020 et le High Level Forum de la Commission européenne. Donc il y avait un peu partout dans le monde et donc chaque année. Donc notre objectif c'est pour 2024, quand la Belgique sera présidente de l'Union européenne, aura la présidence, on est l'événement le plus important au niveau mondial qui touche tous les citoyens aussi. Et puis, on a évidemment le lien avec l'Europe. On organise la semaine, on organise des hackathons sur la transformation des services publics. On organise aussi, avec le support des universités, un cours qui est accessible pour tous les citoyens, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est quand même très très important parce que finalement c'est une évolution de mindset. Je ne vais pas revenir, en fait je le fais un tout petit peu. Donc la question ici de comment ces écosystèmes peuvent se déployer, pourquoi c'est important, c'est qu'on s'engage là-dedans. On s'engage dans un esprit d'ouverture, dans un esprit de partage de l'information, dans un esprit très fort sur les valeurs éthiques et une capacité aussi de remise en question sur les choses qui nous paraissaient des évidences, quoi. Quelles sont nos valeurs finalement, et qu'est-ce qu'on veut pour la société de demain? Et il faut que tout le monde y participe et être inclusif là-dessus. C'est ça qui drive un peu AI for Belgium et qui fait que c'est un succès. Il y a 14 groupes de travail nationaux, dont un des plus actifs est évidemment celui sur la santé. Donc on a la chance d'avoir Thibaut Duvillier aussi au niveau du board de ce groupe-là. Et donc, ces groupes, vous voyez, donc c'est Gov, donc pour les services publics, AI for Good, c'est-à-dire les projets, par exemple, de violences faites aux femmes, c'est plutôt des projets qui sont portés, eux, par des acteurs du privé ou des acteurs de la société civile. Donc l'industrie 4.0, les services, l'énergie, la mobilité, les médias qu'on a lancés mercredi, donc avec tous les enjeux qui sont liés aux médias, à la fois le métaverse, à la fois les fake news, à la fois ces différents aspects. Et puis des groupes transversaux sur l'éthique et le droit, sur le futur des métiers, sur la data gouvernance, donc fondamental. On l'a vu dans la crise Covid, c'est pas, donc l'IA a beaucoup servi, donc ça a été une des évocations. Le lundi soir, on avait le World Health Organization, on avait l'ETH Zurich, on avait vraiment un panel, on avait Paul Sutens aussi de la KU Leuven qui est le pilote du groupe mondial sur ces questions de gestion de la pandémie. On a vu que l'IA avait beaucoup servi, mais que le problème c'était l'approvisionnement des données, la standardisation, l'interopérabilité, ce genre de choses-là, donc c'est extrêmement important. Cybersécurité, on en parle, on a lancé jeudi Cyberwall, c'est pas nous, le Cyberwall a été lancé, c'est-à-dire la grande initiative wallonne sur les questions de cybersécurité. Dans le contexte actuel, c'est extrêmement fondamental. Et sur les infrastructures, la Belgique, en fait, ces dernières années, s'est beaucoup mieux positionnée dans les classements mondiaux et l'infrastructure est sans doute encore la chose sur laquelle il faut le plus insister. Alors ça, c'est la structure générale, mais on est plus de 4000 personnes dans AI for Belgium à l'heure actuelle, 80 000 personnes qui suivent les activités. Parfois, on me demande c'est quoi les KPI. Je ne vais pas détaillé, mais c'est le nombre de partenariats qu'on fait, par exemple, entre des services publics et les universités. Voilà, donc ça, on peut revenir là-dessus. Et voilà les 450, mais je pense qu'on est à 500 maintenant speakers de la AI Week. Donc c'est une histoire d'hommes et de femmes. Quand on parle d'intelligence artificielle à cette échelle-là, avec les enjeux que j'évoque, en réalité, on parle de nous et de la société sans se chatouiller le nombril. Mais quels sont les challenges européens à l'heure actuelle? L'évoquer, le premier, c'est qu'on n'a aucun gros acteur mondial. Enfin, DeepMind qui a réussi le truc avec l'ICEDOL, avec AlphaGo, AlphaZero, etc., a été racheté par Google, Alphabet. Donc en fait, il n'y a pas de grands acteurs au niveau européen. Il y a des disruptions qu'on évoque. Ça, c'est un des enjeux extrêmement importants sur les investissements, sur l'acquisition, donc Digital Decade, on vise à 2030 d'avoir 80% à 85% des entreprises qui intègrent des questions d'intelligence artificielle, sinon elles disparaissent. Et puis il y a la question des investissements qui sont liés. Les cerveaux, donc le brain drain ici, le schéma l'illustre très très bien. Donc j'étais en France, comme vous l'avez évoqué, comme tu l'as évoqué, Giovanni, donc à l'ENS, donc l'école normale supérieure, on a une excellente formation master qui s'appelle le MVA, donc mathématiques, vision, apprentissage. Eh bien le problème, et Hugues, là je reviens sur un petit point que tu disais, le problème c'est que ces profs qui sont hyper bons, en fait ils sont engagés par Google. Donc est-ce qu'on se demande si c'est bon chez Google? La réalité c'est oui. Donc il y a
aussi une transformation. Le transfert de techno est beaucoup plus rapide, mais les labos de recherche sont particulièrement bien dotés dans ces grandes boîtes aussi. Et donc, ça repense aussi, ça repose des questions aussi sur le rapport, comment l'université doit se positionner, etc. C'est pas un détail. Sur les aspects éthiques et légaux, je l'ai évoqué, c'est le grand sujet à l'heure actuelle au niveau européen. Donc, c'est la stratégie avec 3 piliers. Le 3e pilier de la stratégie européenne, c'est vraiment ces questions d'éthique. Et Nathalie Smua, qui était la coordinatrice du High Level Expert Group, qui est belge et qui est notre lead de Ethics and Law dans AI for Belgium, a contribué à la rédaction donc, de ces 7 exigences éthiques. Sur lesquels je reviens peut-être rapidement parce que je vois que le temps passe, mais donc le fait que l'homme finalement a toujours la capacité de décider au final et que sa liberté, son autonomie d'action est préservée, hein, donc il faut éviter même le nudging, hein, c'est-à-dire même l'influence positive, si vous voulez, sur le type de comportement. Il faut vraiment préserver la capacité d'autonomie de l'homme, la robustesse technique et la protection aussi. Un robot qui foire, ça peut blessé, hein, donc voilà, la question de la gouvernance des données et de la privacy, la question de la transparence, dans lequel je ne peux pas rentrer là maintenant, mais ce n'est pas juste avoir accès au code, c'est aussi l'explicabilité, qu'est-ce qu'il y a derrière, la non-discrimination, le bien social et la responsabilité, ça a été évoqué. Et le principe, donc ça c'est les considérations éthiques, et de là on dérive, je dirais, des considérations légales dans le AI Act. On a eu la chance d'avoir Dragos Tudorache qui était là mercredi soir, donc c'est le rapporteur au niveau du Parlement, donc c'est une proposition de la Commission, on est en train de discuter au Parlement à l'heure actuelle, donc c'est une approche qui est basée sur les risques, avec des choses qu'on considère comme inacceptables, par exemple le social credit scoring, donc on ne veut pas de ça en Europe. Les choses à haut risque, par exemple les questions RH ou les questions de santé, hein, donc les questions qui ont un impact direct sur vous, et puis des choses qui sont considérées à moins haut risque, mais pour lesquelles il y a des obligations de transparence. Et typiquement, on a évoqué le chatbot là, avec lequel on parle et qui passe quelque part le test de Turing. Eh bien non, on doit savoir qu'on est en train de parler avec un chatbot. Donc ça, c'est les grands enjeux à l'heure actuelle. Sur la European AI Week, je fais une petite évocation. On a eu Luc Julia, donc l'inventeur de Siri, on a eu un grand événement sur Women in AI qui a été broadcasté mondialement. On a eu Thierry Breton, on a eu vraiment des experts de partout. On a aussi lancé Blockchain for Belgium. Donc l'idée est que finalement, on doit dépasser ces considérations techniques et technologiques pour adresser finalement les challenges sociétaux et économiques qu'on évoque. Donc on intègre l'ensemble des technos. Il y a eu plein de choses nouvelles là-dessus. Je vous invite, on en a parlé dans la presse, je vous invite à aller regarder sur la chaîne YouTube d'AI for Belgium. Vous avez tout là-dessus et je vous remercie. Je vous remercie, M. Ackerman, pour cette overview très complète sur l'adoption de l'IA et les stratégies en Belgique et en Europe. Je me tourne vers le public. Est-ce que vous avez des questions pour M. Ackerman ? Ce n'est pas le cas. Donc, je souhaite vraiment remercier M. Ackerman, M. Bersini pour ces 2 excellentes interventions. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite de ce webinaire.